Bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Avec aujourd'hui notre invitée, Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP, UDI et Modem à la mairie de Paris. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également sur ce plateau, Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, et Pierre Cochet, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Virginie. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à notre émission et pour envoyer vos questions avec le hashtag Direct Politique sur Twitter ou avec le module qui se trouve sous cette vidéo. Et nous ferons évidemment un plaisir de transmettre vos questions à notre invité. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet, les sondages ne vous donnent pas pour l'instant gagnante pour ces municipales à Paris. Sur quoi est-ce que vous misez d'ici le 23 mars ? Nous avons vu par exemple que vous avez lancé une web-série qui parle des horaires des Parisiens. C'est ça votre cheval de bataille cette semaine par exemple ? Je pense qu'il y a surtout beaucoup de Parisiens qui sont en train de rentrer dans la campagne parce qu'il y a ceux qui s'intéressent traditionnellement à la politique et puis bon, il y a ceux qui sont moins dedans et là, ça se passe dans 10 jours. Et donc moi, je suis à fond sur le terrain et sur le projet. On a des sortants qui voudraient appeler à la résignation, faire croire qu'on ne peut rien changer parce qu'ils n'ont pas su réussir sur des sujets fondamentaux de la vie des Parisiens. Mais il n'y a pas de fatalité à ce que l'insécurité augmente partout dans Paris, il n'y a pas de fatalité au matraquage fiscal, il n'y a pas de fatalité à la perte d'attractivité de Paris. Et donc moi je fais des propositions très concrètes et ces 15 jours sont consacrés à dire aux Parisiens une autre politique est possible. Alors je le fais dans des documents projets, dans toutes les boîtes aux lettres, sur les marchés et puis j'essaye de toucher tous les publics. C'est vrai que vous avez des Parisiens, notamment la génération YouTube, les 20-35 ans, qui ne font pas trop les marchés, qui ne lisent pas forcément beaucoup les tracts. Donc pour eux, on a conçu une web-série, une dizaine de petites capsules vidéo d'1 minute qui illustrent de manière humoristique les propositions de la campagne qui les concernent. L'ouverture des métros toute la nuit, le week-end, l'ouverture des crèches, non pas jusqu'à 18h30 comme aujourd'hui pour les crèches municipales, il faut aller chercher son enfant avant 18h, c'est pas très pratique quand on travaille, mais jusqu'à 19h30. Soyons fous, une ville qui s'adapte au rythme de ses habitants plutôt qu'elle ne demande à ses habitants de s'adapter aux siens. Vous savez, les rythmes de la vie contemporaine, ils ont évolué. Et Paris est beaucoup resté sur un rythme 9h, 17h. Donc une de mes propositions, c'est ça, c'est la révolution des horaires. Toutes les villes du monde tentent à passer sur un rythme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, s'adapter au rythme des habitants, étendre l'ouverture des commerces dimanche, faire une vraie nocturne dans les mairies d'arrondissement, avoir des équipements sportifs et des équipements publics qui s'ouvrent aux heures où on en a besoin et où on peut les fréquenter. C'est une des propositions très, très concrètes et fortes de mon projet. Vous êtes en campagne depuis un certain temps, même si c'est la dernière ligne droite. Est-ce que vous regrettez certaines phrases un peu malheureuses, je pense justement au métro, et que vous avez décrit comme un lieu de charme ? Non. Après, si vous voulez, quand on est mal compris, il faut forcément se demander pourquoi. Moi, sur cette phrase sur le métro, j'ai eu à la fois des gens qui disaient c'est vrai que le métro, c'est un lieu familier, c'est un lieu qui fait partie de notre identité, on comprend ce que vous avez voulu dire, mais j'ai surtout compris moi-même quelque chose qui était, qui aurait dû être une évidence, mais ça va mieux en le disant, qu'il se trouve que moi, ma tête est connue, donc quand je suis dans le métro, les gens viennent beaucoup me voir. Et le métro, c'est un lieu où il y a, pour moi, une multitude de rencontres, des sympas ou des pas sympas, mais en fait, c'est un lieu où on parle énormément, c'est un lieu où on cause, c'est un lieu où moi je suis perpétuellement interpellée. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, parce qu'il y a une dimension au contraire anonymat et parfois une certaine froideur dans le métro. C'est un lieu d'inconfort, ça c'est pour tout le monde le cas, mais pour ce qui est des rencontres, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Quand vous êtes connu, que les gens vous interpellent, qu'ils en profitent pour vous demander quelque chose, pour vous dire quelque chose, pour vous passer un message, et quand vous restez dans l'anonymat ou dans votre bulle. Durant cette campagne, depuis le début, moi je vous ai trouvé très dur sur le bilan, ce qui est normal compte tenu de votre position, de votre étiquette, mais excessivement dur. C'est-à-dire, est-ce que tout est à jeter dans le bilan de Bertrand Delanoë, et est-ce que l'excès de critique finalement ne peut pas vous nuire par contre-coup? Parce qu'il y a quand même, grosso modo, la moitié des Parisiens qui sont à peu près satisfaits du bilan. Vous savez, c'est les Parisiens qui sont durs. Si on regarde, et parce que je crois qu'ils sont exigeants et qu'ils ont raison, il y a eu un sondage il y a quelques jours sur la question du logement. 70% des Parisiens
qui disait Paris est devenu une ville de privilégiés. 70% des Parisiens. Je ne l'ai pas inventé. Sur la question du logement, par exemple, il y a un échec patent de la municipalité actuelle. C'est difficile de se loger à Paris et la classe moyenne est forcée à l'exode. C'est très compliqué aujourd'hui. Mais la population a augmenté. Oui, mais qui? Aujourd'hui, Paris, c'est une ville qui est en passe de devenir la ville des très aisés ou des très aidés. Il faut soit pouvoir se payer un logement à au moins 8 000 € le mètre carré, soit bénéficier d'une commission d'attribution d'un logement social. Mais quand vous êtes un jeune couple qui travaille avec un enfant, se loger à Paris, c'est devenu très difficile. Et je le dis avec la majorité des Parisiens. D'accord, mais donc après, tout est sur la question, tout sur est la négatif, question du bilan, sur la question du bilan des sortants, je veux dire, moi ce que j'entends beaucoup, d'une certaine manière, je participe de ce constat, c'est qu'ils aient voté ou pas pour la majorité en place, les Parisiens en général ont trouvé le premier mandat assez innovant. Il y avait des choses, il y a eu le Vélib, il y avait de la nouveauté. Et puis il y a eu un moment de rupture qui a été l'échec de la ville aux Jeux Olympiques. Le maire de Paris avait beaucoup misé, à titre personnel, pour sa carrière personnelle, sur les Jeux Olympiques. Et là, on a senti qu'il y avait une rupture, un manque de désir, un manque d'imagination. Il s'est mis en retrait, en quelque sorte. Et le deuxième mandat a été beaucoup moins innovant. Et aujourd'hui, sur des sujets fondamentaux de la vie des Parisiens, la municipalité n'est pas au rendez-vous. Et d'ailleurs, elle se cherche des excuses plutôt qu'elle cherche des solutions. Elle cherche à se défausser. Je donne quelques exemples. J'ai parlé du logement et la question de la sécurité. La ville, là-dessus, et le maire ne sont pas au combat, ils ne sont pas au front. Ils cherchent à se défausser sur la préfecture de police alors qu'il y a des choses à faire. Moi, je propose la police de quartier, je propose le doublement des caméras de vidéoprotection. Un autre sujet qui est souvent associé à la question de la sécurité, parce que c'est la qualité de vie dans les quartiers, c'est le problème de la propreté. Tout le monde le dit, dans tous les arrondissements, c'était plus propre avant. Il y a des quartiers qui tournent vraiment Paris poubelle. Et c'est un vrai problème de qualité de vie au quotidien. Et là, sur ce sujet, la municipalité actuelle est dans la dénégation la plus complète. Il y a pourtant des choses à faire. D'abord des choses à faire en matière de sanctions, parce qu'il y a malheureusement des gens qui se conduisent mal et qui comprennent que ça. Et puis à faire en matière de réparation. Aujourd'hui, tous les moyens sont consacrés au niveau de la mairie centrale. Avoir des moyens au niveau de la mairie d'arrondissement. Avoir des gens qui sont responsables, que vous pouvez appeler et qui vous répondent autre chose que c'est pas de notre faute, écrivez-nous une lettre et on la transmettra à la mairie centrale, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais de réponse. C'est des choses simples et je crois que c'est des choses qui peuvent changer la qualité de la vie au quotidien. Pierre ? Pour revenir sur votre programme, vous proposez de réduire les impôts des Parisiens de 100 millions, mais en même temps, vous proposez aussi des mesures qui vont coûter beaucoup d'argent, notamment l'ouverture des transports la nuit, le week-end. Comment est-ce que vous comptez financer ? Je compte, je l'ai dit, faire des économies fortes, un plan d'économie d'1 milliard d'économies sur 6 ans, donc un plan d'économie extrêmement exigeant par rapport à un laisser-aller, du gâchis et d'une certaine manière de la gabegie qui est celui de la municipalité actuelle. Juste pour cadrer un peu les choses. Depuis 2001, les impôts ont augmenté à Paris de 40%. Et la dette, en même temps, a été multipliée par 4. Qu'est-ce qu'il y a en face de ça ? Il y a une explosion des frais de fonctionnement et du train de vie de la mairie. Et les frais de fonctionnement, c'est beaucoup des embauches. Le nombre d'agents de la ville de Paris est passé de 40 000 en 2001 à 54 000 en 2013. Donc moi, je compte économiser sur des dépenses qui sont absurdes. Des dépenses de train de vie, 36 adjoints avec 500 000 € par cabinet, 75 chauffeurs, une dérive de tous les coûts sur les grands investissements, les Halles, la Philharmonie de Paris, Jean Bouin, tous les chantiers ont été en situation de dérive, des primes dont certaines sont indues. Et puis je compte aussi économiser sur toute cette technostructure qui s'est créée. Quand on regarde ces 14 000 agents en plus, où est-ce qu'ils sont ? Vous en avez 2200 qui sont dans des nouveaux équipements de la ville et 300 qui correspondent à des transferts de compétences depuis l'État vers la ville. Ça fait 2500 qui sont identifiés sur 14 000. Mais les 11 500 autres, c'est toute une technostructure, souvent très politisée, parce que les fonctionnaires eux-mêmes dénoncent le manque de neutralité de certaines embauches qui ont été menées, avec une espèce de double peine. Ça coûte très cher et ça démotive les agents qui sont à la base, qui voient se multiplier au-dessus d'eux des couches administratives, des chargés de mission, des sous-directeurs adjoints. Et on arrive à cette situation absurde dans laquelle aujourd'hui vous avez eu beaucoup d'embauches et en même temps une explosion de l'absentéisme dans la ville,
avec des services dans lesquels l'absentéisme atteint 20%, parce que les agents à la base et sur le terrain sont démotivés. Voilà, il y a des économies à faire, des économies à faire sur la mauvaise gestion, sur le gâchis, sur la gabegie, et ces économies permettront de ne pas augmenter les impôts, contrairement aux sortants qui ont préparé un plan massif d'augmentation d'impôts, pu le prouver, des documents internes qui montrent qu'en même temps qu'ils disent « nous, si on était réélus, on n'augmenterait pas les impôts contrairement à ce qu'on a fait ». En fait, ils ont préparé un plan massif d'augmentation d'impôts et je compte même baisser certains impôts qui sont particulièrement injustes, qui sont à mon avis aujourd'hui prélevés indûment, une partie de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et une partie de la taxe de balayage. Alors vous proposez de supprimer 2500 postes d'agents, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire Est-ce que c'est des départs qui sont non remplacés? C'est comme ça que ça fonctionnerait? Oui, c'est-à-dire que, je le disais, vous avez 14 000 agents en plus Ouais. depuis 2001. Il y avait 40 000 agents à la ville en 2001, il y en a aujourd'hui 54 000. Et quand vous regardez le détail, c'est beaucoup d'agents dans la technostructure. Moi, je veux plus d'agents sur le terrain, dans les services de la propreté, de la sécurité, les services aux Parisiens. Et en revanche, il faut vraiment réformer le haut de la pyramide. Et je propose de réformer le haut de la pyramide par le non-remplacement de certains départs en retraite, avec un rythme que j'évalue à 500 par an. Alors on va parler d'unité à droite aussi, Michel. Oui, j'ai recensé une vingtaine, 22 je crois, listes dissidentes, ce qui est beaucoup. Est-ce que ça vous interroge sur votre manière de faire campagne ou est-ce que c'est le prix de votre courage pour changer de génération, pour tourner une page? D'abord, c'est un choix assumé que j'ai fait d'ailleurs, que j'ai pas caché aux Parisiens puisque je l'ai dit à l'occasion de la primaire. La primaire dans laquelle ils m'ont choisi comme candidate pour l'alternance, c'était au printemps dernier. Je leur ai dit, je ferai le renouvellement et je ferai l'union avec le centre dès le premier tour, pour dépasser les frontières des partis politiques dès le premier tour. C'est un choix qui n'avait pas été fait à Paris depuis 15 ans, donc ce n'est pas quelque chose de facile, qui emporte forcément un certain nombre de tensions. Parce que quand vous faites le renouvellement, il y a des sortants qui voudraient une place, qui ne l'auront pas. Et puis quand vous faites l'union avec le centre dès le premier tour, il faut faire de la place. Et donc là aussi, il y a des mécontents. Donc c'est un choix qui emporte forcément un certain nombre d'inconvénients, un certain nombre de risques en matière de dissidence, mais que j'assume parce que je pense que c'est une condition de la victoire. Et je pense qu'en plus, c'est le gage d'une gouvernance renouvelée. J'essaye pas de remplacer un clan par un autre. Je pense que les Français, les Parisiens, ils en ont marre de ces situations dans lesquelles un parti politique décide de tout pour tout. Dans l'immédiat, ça semble vous nuire plutôt, y compris dans le 14e, votre arrondissement. Je ne crois pas, et je dois dire une chose à cet égard. Vous avez compté très justement le nombre de listes dissidentes à droite. Vous savez qu'il y en a le double à gauche. Il y en a le double à gauche. Parce que moi, à droite, tous ces gens qui sont dissidents aujourd'hui sont des gens qui voulaient avoir une place sur mes listes. Pour chacun d'entre eux, je peux vous dire quelle place ils voulaient où. Ce n'est pas des dissidences de fond. Ce n'est pas un désaccord de fond qu'ils ont. C'est des gens qui voulaient une place, et puis qui, pour certains, ont voulu faire du chantage, et puis non, voilà. Voilà, on ne cède pas au chantage. À gauche, c'est pas ça. À gauche, ils ont des désaccords de fond. À gauche, ils ne partagent pas la fierté d'un bilan. Ils ont partagé le pouvoir pendant 13 ans. Ils ne partagent pas la fierté d'un bilan. Ils ne partagent pas un projet commun. Ils ont des désaccords de fond. Entre les Verts et le PS, ils ne sont pas d'accord, par exemple, sur l'urbanisme. Le PS veut faire des tours, les Verts ne veulent pas. Ils ont des désaccords de fond entre le Front de gauche et le PS. Le Front de gauche veut supprimer toutes les caméras de vidéoprotection. Le PS est un peu gêné par rapport à ça parce qu'il sait que ce n'est pas populaire. Et donc, ils ont des vraies dissidences, eux, avec un problème qui est que dans l'entre-deux-tours... Le Front de gauche, c'est plus des dissidents, c'est des opposants. Écoutez, oui, mais ils veulent fusionner avec eux dans l'entre-deux-tours. Et c'est là qu'on va voir des choses intéressantes. Le soir du premier tour, moi, mes listes, elles sont là. Les Parisiens, ils les connaissent. J'ai fait des choix, je les ai faits avant le premier tour. L'union avec le centre, elle s'est faite avant le premier tour. Eux, à gauche, ils ont partagé que le pouvoir. Et au soir du premier tour, ils vont devoir déchirer leur liste et passer des accords et fusionner avec des listes avec lesquelles ils ont des désaccords de fond, puisqu'encore une fois, leurs dissidences sont des dissidences sur des sujets de fond. Alors on va parler du 8e arrondissement avec Pierre. Il y a quand même le cas François Lebel qui est un peu acrobatique, puisque vous ne vouliez pas de lui. Vous aviez expliqué que vous ne vouliez pas de lui en raison de ce qu'il avait dit sur l'homosexualité et la pédophilie, et il se retrouve en 10e position sur la liste. Est-ce que ça vous suffit qu'il... J'ai dit précisément dans le 8e arrondissement que je voulais faire le renouveau. Comme je l'ai dit partout dans Paris, je ne l'ai pas caché. Et pour moi, le renouveau, c'est vrai, c'était avoir un nouveau maire d'arrondissement, c'était avoir des nouveaux conseillers de Paris, c'était aussi, voilà, c'était changer les choses. Après,
que François Lebel, qui est maire sortant élu depuis 30 ans, témoigne de son soutien à la liste en 10e position sur une liste qui compte 13 personnes, qui est quelque chose que souhaitait beaucoup la nouvelle candidate, qui est nouvelle et qui donc souhaite ce soutien, ce témoignage. Je peux le comprendre. Pour moi, ce qui était important, c'est vraiment, encore une fois, qu'il y ait un nouveau maire d'arrondissement, qu'il y ait d'autres adjoints, qu'il y ait d'autres conseillers de Paris, puisque ce sont les conseillers de Paris qui élisent le maire de Paris. Alors, et ça, c'est fait. On va aborder rapidement un petit peu tous ces cas qui posent problème. Vous avez dû réimprimer votre programme car Hélène Delsol y figurait. Est-ce que cette réimpression a sévèrement entamé votre budget là, Pas du tout. Récemment? Il y a des informations assez absurdes qui sont sorties sur ce sujet. Il y a quelques milliers d'un document qui avait été juste lancé au moment où j'ai décidé de changer la tête de liste dans le deuxième. Donc il y a des informations assez absurdes et excessives qui sont sorties sur les coûts. Vous savez, quelques milliers d'exemplaires au regard de tout ce qui est imprimé dans une campagne, c'est pas grand-chose. Mais je veux dire un mot sur le fond là-dessus. J'ai décidé de changer de tête de liste dans le 2e arrondissement. Pourquoi? Eh bien parce que je travaille sur les listes avec chacun des têtes de liste. Et là, il y a une tête de liste qui, en dépit de ce qui était convenu, a choisi de déposer une autre liste. Et l'a fait contre l'avis de certains de ses colistiers, qui se sont retrouvés en quelque sorte otages sur une liste qui n'était pas celle sur laquelle il y avait un accord. Moi, je ne peux pas proposer aux Parisiennes et aux Parisiens de voter pour quelqu'un qui trahit sa parole. Et donc, j'ai décidé immédiatement de changer de tête de liste. Il y a aujourd'hui une liste pour l'alternance dans le 2e arrondissement qui est menée par Christophe Lequieffre, sur laquelle il y a un certain nombre d'ailleurs de candidats qui ont été un temps otages de l'ancienne tête de liste, qui ont été libérés en quelque sorte à la suite d'une décision de justice. J'étais heureuse que ça puisse se faire et je serai d'ailleurs tout à l'heure justement dans le 2e arrondissement pour soutenir cette liste, pour soutenir notre projet dans le 2e arrondissement. Ces candidats, ils sont sur le terrain depuis des semaines et des années. Tête de liste avait voulu les écarter. Écoutez, c'est elle qui a été écartée, il y a une morale. Est-ce que vous comptez sur le soutien de Nicolas Miguet pour cette campagne? Je rappelle qu'il dirige le parti du Rassemblement des contribuables français et que c'est une personnalité qui est très critiquée. Moi, je ne compte pas sur le soutien de M. Miguet, mais je voudrais dire une chose. Je ne compte pas m'empêcher de dire ce que je dis depuis des mois, à savoir que les impôts ont explosé à Paris, que la dette a explosé à Paris, et que les sortants, s'ils étaient réélus, prépareraient un plan caché de hausse des impôts sous prétexte que d'autres le disent, M. Miguet ou un autre. La gauche essaye de créer sur ce sujet un rideau de fumée, une diversion, pour faire oublier un vrai problème, qui lui est un vrai problème, qui est que la candidate socialiste a fait demander manifestement, il y a des mails qui en témoignent, au service de la ville, d'arracher les affiches qui lui étaient hostiles. Celles de M. Miguet et les autres d'ailleurs, parce que ce n'était pas précisé, il y a aussi des affiches du Front de gauche qui lui sont hostiles. Mais vous savez que demander aux agents municipaux de se transformer en auxiliaires de campagne, c'est complètement illégal. Et puis là, les Parisiens apprécieront, parce que je vais vous dire, dans l'état de propreté dans lequel est Paris, les agents municipaux des services de la propreté, ils ont autre chose à faire qu'à être mis aux ordres de la candidate du système sortant. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet, on va parler des projets concrets pour la ville de Paris, avec un pour ou contre spécial Paris. On va vous donner des idées de projets. Vous dites si vous êtes pour ou contre, avec une petite phrase d'explication. Pour ou contre les scooters en libre service? On peut considérer la chose, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu, d'un peu gadget à lancer cette idée-là comme ça maintenant. Finalement, il y a une candidate socialiste qui voudrait qu'on passe des heures à discuter de la couleur possible de quelques centaines de scooters en libre service dans Paris, à l'heure où les Parisiens ont des problèmes de pouvoir d'achat, d'attractivité économique, de logement, des problèmes autrement sensibles dans Paris. Et puis une deuxième chose, moi je suis très sensible à la question de la pollution. On voit bien que la municipalité sortante sur ce sujet est en échec complet, Vélib, Autolib, Scoutlib ou pas. Le nombre de jours où la qualité de l'air est mauvaise à Paris par an a doublé entre 2001 et 2012. Il y avait 53 jours par an en 2001 où la qualité de l'air est mauvaise, 117 par an en 2012. Donc la municipalité est en échec sur la question de la pollution. Et j'ai là-dessus des mesures très concrètes qui sont autrement plus sérieuses. Des résultats qu'on a reçus là tout à l'heure, il y a moins d'une demi-heure,
qui montrent critère par critère une baisse. Alors on ne va pas entrer dans des détails de chiffres parce que il faut entrer dans un tout petit peu de détails. C'est toujours la même chose. La municipalité met en avant la baisse de certains polluants qui ont baissé dans toutes les grandes capitales du monde, le plomb, le benzène, et heureusement, ce sont vraiment des saloperies pour la santé. Mais pourquoi ils ont baissé? Parce que la composition des carburants a baissé. Maintenant, il y a certains types de polluants qui, eux, à Paris, sont stables, et certains types en augmentation, du côté, par exemple, des particules fines, qui sont extrêmement pénalisants pour la santé. Et sur ce sujet, non seulement la ville ne fait rien, mais elle a même une politique qui est contre-productive. Par exemple, sur les particules fines, la ville n'a eu de cesse que de continuer à commander des véhicules au diesel ou à participer à des organismes qui continuent à commander des véhicules en diesel. Par exemple, le syndicat des transports d'Île-de-France, qui il y a un an encore, commandait 286 bus au diesel qui rouleront jusqu'en 2027. Moi, sur ce sujet, je propose 3 choses. D'abord, je veux qu'on mette en œuvre une mesure du Grenelle de l'environnement qu'ils n'ont pas voulu utiliser à Paris et dont on a besoin, qui est la possibilité d'interdire, selon un calendrier convenu à l'avance, les poids lourds et les cars de tourisme les plus polluants dans Paris. Je veux qu'en 2017, les poids lourds et les cars de tourisme aux normes Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, ce sont des normes de pollution, des normes européennes en matière de pollution, ne puissent plus rentrer dans Paris. Sur les cars de tourisme, les jours où il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'affluence touristique à Paris, il y a jusqu'à 2000 cars. La plupart des villes en Europe régulent l'affluence des cars de tourisme en fonction de la motorisation. Nous, on ne le fait pas. C'est absurde. Je veux qu'on mette cette mesure en œuvre. Est-ce qu'il faut là-dessus, et sur la voiture particulière, alors c'est normalement réponse par oui ou par non, mais instaurer des péages urbains? Non, plutôt que le péage urbain, je suis pour cette mesure qu'on a mise en œuvre. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, on a proposé en fait un menu de mesures possibles. Chaque ville devait choisir la sienne. Dans ce menu, vous avez la possibilité de créer des péages urbains et ou la possibilité d'interdire certains types de véhicules. À Paris, ils ont fait beaucoup de paillettes, beaucoup de discours, et ils n'ont choisi aucune des 2 mesures. Ni péage urbain, ni interdiction de certains types de véhicules. Moi, je choisis. Je pense qu'il faut l'interdiction de certains types de véhicules. Je vous dis, les poids lourds et les cars de tourisme les plus polluants. Et je souhaite précisément, j'ai proposé un calendrier pour ces interdictions. C'est important parce que, vous savez, ce nombre de jours où la qualité de l'air est mauvaise, je le redis, il a doublé. Le maire de Paris peut faire tous les communiqués qu'il veut. Airparif, c'est un organisme indépendant. Quand Airparif nous dit 53 jours par an en 2001 où la qualité de l'air est mauvaise, 113 par an en 2012 où elle est mauvaise, ça doit nous alerter. Ça ne peut pas mériter comme seule réponse un communiqué qui est le même qu'il y a un an, qui est le même qu'il y a 2 ans, parce que tous les ans, ils ressortent le même pour dire que les polluants historiques ont baissé. Mais oui, mais les polluants historiques, ils ont baissé partout. Et on sait aujourd'hui que les particules fines, elles sont cancérigènes. Et on fait quoi? Eh bien, vous savez ce qu'ils font? La proportion de diesel dans les carburants utilisés par la ville de Paris, elle n'a fait qu'augmenter. Voilà, il y a eu un rapport là-dessus de la Chambre régionale des comptes, elle n'a fait qu'augmenter. Alors sur la circulation, et ce sont ces carburants qui produisent les particules fines. Donc sur la circulation, la ville n'est même pas dans l'exemplarité sur ce sujet. Beaucoup de questions sur la circulation justement à Paris. De Mercury Paris, parce qu'il y a eu quelque chose, Mercury Paris, donc un internaute, il y a eu une question il y a eu une réalisation de la mairie actuelle sur la fermeture des quais rive gauche. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voudriez revenir? Moi, je voudrais qu'on étudie solutions alternatives. Ils ont fait ça dans la précipitation pour des raisons un peu électorales. Et du coup, ils n'ont pas étudié une solution que je trouve beaucoup plus intéressante, qui est au niveau du musée d'Orsay, où le quai bas n'est pas très intéressant. La Seine est large à cet endroit-là. De l'autre côté, il y a le quai et le mur et les grilles du parc des Tuileries. En revanche, le quai haut, il est beau. C'est au niveau du musée d'Orsay, de la grande chancellerie, de la Légion d'honneur. Il y a beaucoup de touristes. La solution alternative qui était de garder les véhicules sur le quai bas et d'avoir sur le quai haut une grande esplanade et une voie réservée taxi, bus, véhicules collectifs, mais avec une grande esplanade qui pour le coup, permettent à tous ceux qui sont sur le quai haut. Le quai haut est magnifique à cet endroit-là, beaucoup plus intéressant que le quai bas, et bien d'avoir plus d'espace. Je trouve que cette solution-là mériterait d'être étudiée. Mais je voudrais dire autre chose. On peut avoir des discussions sans fin sur certaines restrictions de circulation. Il y en a quelques-unes sur lesquelles tout le monde sera d'accord. C'est les boulevards qui sont aujourd'hui dangereux du fait de leurs aménagements, sur lesquels il y a croisement à de nombreuses reprises sur le boulevard entre les flux de bus, les flux de voitures, les flux de vélos et parfois les piétons. Boulevard de Magenta, boulevard Saint-Marcel,
boulevard du Montparnasse, boulevard de Port-Royal. Ces boulevards sont dangereux, sont les artères de Paris. On a embolisé les artères de Paris. Moi, je crois que ça a du sens dans certains quartiers de réduire la circulation automobile. Mais boucher les artères de Paris, vouloir réguler la circulation en créant un gigantesque embouteillage, c'est absurde. Autant il y a des quartiers qui peuvent devenir des quartiers à accès réservé, des quartiers préservés. Autant sur une grande artère, il faut que ça circule. Une grande artère bouchée, c'est plus de stress, plus de pollution et moins de liberté. Un grand embouteillage, c'est plus de stress pour ceux qui sont dedans, mais aussi plus de stress pour ceux qui sont à côté. Donc cette espèce de gigantesque embouteillage, de régulation par l'embouteillage, c'est une absurdité, aussi bien du point de vue de l'attractivité, de la qualité de la vie, que du point de vue de la pollution. Un chiffre sur la pollution, vous savez qu'une voiture à 10 km/h, elle émet 2 fois plus de particules fines qu'une voiture à 50 km/h. Alors, puisqu'on parle de circulation, justement, est-ce que vous êtes pour ou contre rendre les grandes places parisiennes piétonnes ? Je crois que personne, La Nation, je crois que personne n'imagine rendre les grandes places parisiennes entièrement piétonnes. Réaménager certaines places parisiennes et y faire une meilleure place aux piétons, pourquoi pas. Mais avec 3 objectifs, 3 conditions qui, par exemple, n'ont pas été réunies sur la place de la République. Moi, j'étais pour un réaménagement de la place de la République, mais je trouve que ce qui a été fait est assez largement raté. Ces 3 conditions sont d'abord plus de nature. À Paris, on a une ville qui est très minérale. Vous voyez, sur la place de la République, il n'y a pas un brin d'herbe. Le réaménagement, ça a supprimé plutôt de la nature que ça en a créé. Et pourtant, Dieu sait qu'un peu de respiration, quoi, dans ce quartier, un peu de verdure, ça aurait été bien. Donc on en profite pour avoir plus de nature. Deuxième chose, avoir des réaménagements qui respectent l'identité des lieux. Vous voyez, moi, ce qui me gêne sur la place de la République aujourd'hui, c'est que le nouvel aménagement, on aurait pu le faire de la même manière à Lille, à Lyon ou à Marseille. Il n'y a pas beaucoup d'identité. Il n'y a que la statue de la République qui rappelle qu'on est sur la place de la République. Or, on a la chance à Paris d'avoir des lieux avec une identité, une histoire forte. Avoir des réaménagements qui respectent l'identité du lieu, c'est important. Et puis, troisième critère, l'activité. Une place, ça doit être un lieu de convergence. Et donc, ce n'est pas juste un grand espace vide où de temps en temps viennent s'installer un campement ou une manif. Ça peut être un lieu d'activité. Place de la République, je trouve que le café, c'est assez raté. Il n'est pas toujours ouvert, il ne fonctionne pas, ça ne me fait pas l'effet d'être une très grande réussite. Regardez ce qui se passe à l'étranger, vous regardez à Londres, à New York, vous avez des places avec, vous avez la Howard Green Library, vous avez des choses de ce genre-là, des activités, des équipements qui ont été créés pour faire venir du monde sur la place. Je trouve qu'il faut intégrer ça dans le réaménagement. Autre débat récurrent, c'est l'ouverture des magasins le dimanche. Est-ce qu'il faut les ouvrir partout, y compris au-delà des zones touristiques ? J'ai proposé l'extension des lieux d'ouverture, des zones d'ouverture des commerces le dimanche. Pour quelles raisons ? D'abord, c'est les nouveaux rythmes de vie des Parisiens. Vous avez des Parisiens pour lesquels pouvoir faire ses courses le dimanche, c'est important. Et de toute façon, Internet est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il y a certains types de commerces pour lesquels c'est important de pouvoir ouvrir le dimanche. C'est aussi la possibilité pour les salariés d'avoir eux aussi des rythmes différents. Souvent, par exemple, les étudiants apprécient de pouvoir travailler le dimanche. En zone plus, c'est des types de zonage, c'est payé double et ça leur permet de gagner leur vie sans avoir à prendre sur leur heure de cours en semaine. Et puis ce sont des rythmes. Donc il faudrait aller plus loin que la loi que vous aviez votée à l'époque de Nicolas Sarkozy. Mais pas du tout. À Paris, c'est possible sur simple signature du maire. C'est le maire qui refuse l'ouverture le dimanche à Paris. Dans le cadre de la loi actuelle, on peut ouvrir les magasins le dimanche, par exemple dans des zones touristiques renouvelées, et éviter d'avoir tous ces touristes qui le samedi après-midi quittent Paris, parce que le shopping maintenant ça fait partie du tourisme, et qui le samedi après-midi quittent Paris, parce que Paris a la réputation d'être une ville bonne et de nuit le dimanche, et ils vont faire leurs courses ailleurs. Je voudrais insister là-dessus. Moi j'ai fait une proposition très précise d'extension des zones touristiques actuelles. Par exemple, les rues du Luxe dans le cœur de Paris, l'avenue Montaigne, la rue du Faubourg Saint-Honoré. Il y a plein de touristes qui voudraient y acheter le dimanche. Écoutez, est-ce qu'on a trop d'activités, trop d'emplois pour refuser ces ouvertures ? Et puis il y a des quartiers ou des centres commerciaux qui sont prévus pour l'ouverture le dimanche. Par exemple, Bercy Village dans le 12e, c'est un centre qui était prévu pour ça. Vous avez aujourd'hui des boutiques dont les directeurs vous disent « Nous, si on n'ouvre pas le dimanche, probablement à terme on sera obligé de fermer ». La FNAC de Bercy Village, ils vous disent « On a été dimensionné pour ouvrir le dimanche ». C'est 30% de chiffre d'affaires de différence. Donc si on n'ouvre pas le dimanche, on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Moi, j'y suis vraiment favorable et c'est un sujet sur lequel je dois dire que, comme sur beaucoup de sujets, on a un problème de clarté.
de la part de la candidate socialiste. C'est peut-être pour ça qu'elle refuse aujourd'hui tous les débats, parce que dans un débat, on est obligé d'être clair, on est à un moment, on est obligé de répondre. Elle a changé 5 fois d'avis, et sur le commerce depuis 1 an, et sur l'ouverture des commerces ce dimanche, en fonction des publics, elle dit des choses différentes. C'est-à-dire, quand elle est devant les communistes, elle est farouchement opposée. Quand elle est devant des commerçants, elle est timidement favorable. Et puis quand elle est devant des consommateurs, elle est partagée. Ma foi, ça dépend. Moi, je suis claire. En général, d'ailleurs, je suis assez claire. On aime, on n'aime pas. Mais enfin, sur le commerce ce dimanche, je suis clairement pour l'extension des zones d'ouverture et j'ai proposé des périmètres précis. Nathalie Kosciusko-Morizet, une question qui intéresse beaucoup nos internautes qu'il faut aborder avant la fin de cette émission. Les internautes se demandent ce que vous allez faire sur la question des rythmes scolaires à Paris. Grande question. Alors, d'abord, je trouve que cette réforme est une mauvaise réforme. Je l'avais dit au moment où elle a été mise en place, on avait des vraies inquiétudes. Malheureusement, ces inquiétudes sont aujourd'hui confirmées. Je trouve que les rythmes eux-mêmes, parce qu'on a fait ça au nom du rythme des enfants, les rythmes eux-mêmes sont inadaptés, notamment pour les plus jeunes. Moi, j'ai 2 enfants, je vois bien, pour les plus jeunes, pour les maternelles, ils sont très fatigués et les enseignants le disent. Les jeunes enfants sont fatigués. J'ajoute une chose, c'est que ça bouscule tous les rythmes de la semaine. Pour tous ceux qui avaient des activités le mercredi matin, par exemple les conservatoires de musique, vous avez des horaires de conservatoires qui ont été renvoyés le soir en semaine. Donc au nom du rythme des enfants, on leur a mis des cours le mercredi matin, moyennant quoi ceux qui avaient des activités se retrouvent parfois à faire des activités très tard en semaine. Vous, maire de Paris, vous faites quoi de cette loi? Deux choses. D'abord, si on peut revenir en arrière, c'est-à-dire si le gouvernement entend enfin la catastrophe que c'est ici ou là, et qu'on peut revenir en arrière, je reviendrai en arrière et je militerai pour ça. Paris a voulu être le meilleur élève d'une mauvaise politique. Si la loi n'est pas Paris a confirmé en fait dans son erreur le ministre de l'Éducation nationale parce que M. Delanoë et Mme Hidalgo voulaient faire plaisir, comme souvent, au président de la République et au gouvernement. Donc si on peut revenir en arrière, je le ferai. Si on ne peut pas revenir en arrière sur cette loi, il y a quand même des choses qu'on peut faire à l'intérieur de la loi, à l'intérieur de l'aménagement actuel. Et je vous donne 3 exemples de choses qu'on peut faire. D'abord, il y a un problème de recrutement des animateurs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien sur quels critères ils sont recrutés. Et il y a des vrais problèmes de niveau. Ce sont des animateurs et pas des éducateurs. Donc très souvent, il y a des choses surprenantes. On a écho de choses surprenantes qui se passent dans les écoles. Vraiment, première chose. Deuxième chose, il y a un problème de qualité des animations qui sont proposées. Vous comprenez, ce n'est pas la même chose de faire pâte à sel ou de faire cours de langue. Et moi, je voudrais que, tant qu'à dépenser 80 millions d'euros par an, parce que ça va coûter 80 millions d'euros par an en année pleine, ça participe au moins à la qualité de l'enseignement, l'égalité des chances, l'enseignement renforcé sur des sujets comme le numérique, sur des sujets comme les langues étrangères. Puis troisième chose, je suis choquée de la manière dont les enseignants ont été tenus à l'écart de cette réforme, dont leur autorité s'est trouvée en quelque sorte contestée, abîmée par la réforme. Parce qu'en fait, on a mis dans leur classe, dans leur lieu de classe, aux heures qui étaient traditionnellement des heures de cours, des animateurs qui n'avaient pas de formation, qui proposaient des animations qui très souvent étaient sans rapport avec le parcours pédagogique de ces enseignants. Et bien, je trouve que les enseignants doivent être au moins consultés, pouvoir participer au choix des animations. Ils doivent revenir en quelque sorte, remettre un pied dans la réforme. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet, on va faire un rapide détour par les affaires qui touchent en ce moment la droite. Nicolas Sarkozy a été enregistré à son insu par son conseiller Patrick Buisson. Est-ce que vous avez peur aussi d'avoir été enregistré ou en tout cas d'être cité dans ces enregistrements récents? Écoutez, et alors? Mais je veux dire, il ne faudrait pas retourner les choses. Il y a là des pratiques qui sont détestables. Il y a des pratiques qui sont détestables. Est-ce que quelqu'un peut approuver ou défendre que des réunions aient été enregistrées à l'insu des personnes qui étaient présentes? Et quand je dis des réunions, manifestement pas que des réunions, parce que certaines conversations avaient clairement un cadre privé, semi-privé, en tout cas de relation de confiance entre les personnes qui étaient là. Confiance qui se trouve ici manifestement trahie. Voilà, tout a été dit sur ce sujet. Vous-même avoir été enregistré? Mais j'en sais rien. Bien sûr, participer à des réunions pendant la campagne présidentielle, c'est bien possible. Et alors, c'est pas raison de ne pas vouloir fréquenter de trop près M. Buisson. Je vais vous dire, moi, vis-à-vis de M. Buisson, j'avais avant la campagne, j'avais pendant la campagne, et j'avais après la campagne, la même divergence de fond
qui est avant tout une divergence politique. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que la ligne qui a été proposée par Buisson, je ne crois pas que cette idée de la fusion des droites, cette idée d'un continuum entre ce qu'on appelle les droites, je ne crois pas que ce soit un horizon ni possible ni souhaitable pour la droite. Je l'avais écrit avant la campagne, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelait Le Front antinational. J'ai eu des frictions qu'on sait avec ce conseiller pendant la campagne présidentielle, ça s'est beaucoup su, ça s'est su pendant, ça s'est su après. Voilà, je m'en reste à cette divergence de fond. Pour le reste, sur la pratique des enregistrements, je l'ai dit, je trouve ça détestable, point. Comment vous voyez l'évolution de l'UMP? Là, on voyait M. Juppé venir soutenir François Bayrou samedi à Pau. On voit des esquisses de recomposition avec le centre. Vous-même, vous la vivez à Paris. C'est la voie qu'il faut emprunter? Moi, j'ai choisi à Paris d'avoir une alliance, une association, une union dès le premier tour avec le centre, avec l'UDI et le MoDem, qui dépasse les frontières des partis politiques. Il faut cesser d'être obnubilé par le Front National, il faut chercher des majorités ailleurs. J'ai même écrit, chercher des majorités ailleurs, attends, jamais chercher des majorités du côté du Front National. Je vous dis, j'ai en particulier moi écrit un livre. Fois. Non, ça c'est pas vrai. L'UMP s'est jamais associé avec le Front National, c'est pas vrai, vous pouvez pas dire ça. Avec l'électorat du Front National. Mais ça n'a rien à voir, monsieur, on ne peut pas tout mélanger. Qu'à un moment, au deuxième tour, vous demandiez aux électeurs de se rassembler. Mais les électeurs, quel qu'ait été leur vote du premier tour, et moi, quand il y a des électeurs de gauche qui veulent venir voter pour moi au deuxième tour, bah non, je dis, voilà, j'ai un projet. Si c'est ce projet-là qui vous motive, enfin écoutez, il ne faut pas mélanger les choses non plus. L'UMP ne s'est jamais associé avec le Front National. Et moi, à Paris, je propose l'union dès le premier tour avec le centre. Je la propose et je la fais. C'est-à-dire que les listes que je propose aux électeurs, aux Parisiens, sont des listes d'union avec le centre qui dépassent les frontières des partis politiques. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été engagés en politique, qui sont sans étiquette. Je trouve ça normal, je trouve ça assez sain dans le cadre d'une campagne municipale. Et ça tranche avec les listes de la candidate socialiste qui sont très largement des listes d'apparatchiks et souvent d'ailleurs des listes de gens qui vivent de la politique. Alors sur le chapitre des affaires, Oui, une dernière question. Une question qu'on se pose et que se pose Brice Hortefeux, c'est de dire que le gouvernement a utilisé la police et la justice pour nuire à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Écoutez, moi d'abord j'observe une chose, c'est que ça fait longtemps, mais plusieurs années, qu'on essaye de nuire à Nicolas Sarkozy avec des affaires judiciaires et policières. Et certaines de ces affaires ont eu un très fort retentissement médiatique au moment où elles ont été lancées et se sont soldées finalement par une mise hors de cause complète de Nicolas Sarkozy. Moi, je gage que les affaires actuelles, c'est que vous appelez les affaires, auront la même issue. Vous vous souvenez, maintenant on l'a un peu oublié, il y a quelques années, cette affaire-là, l'affaire Clearstream, avec ces histoires de liste de comptes et tout. Il y avait des unes de journaux partout. Bon, et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était monté toute pièce. Après, il y a eu l'affaire Bettencourt. Je me souviens parce que on en était à dire dans les médias, écoutez, non, on n'imagine pas Nicolas Sarkozy en train d'abuser d'une vieille dame. Je viens de ça. Il a été là aussi mis hors de cause. Moi, je pense que ce sera la même chose. C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas être troublé par cette accumulation qui rend un peu... qui fait suspecter l'idée d'une main politique. Voilà, c'est évident. Vous pensez que ça va faire pchit? Écoutez, j'en juge par ce qui s'est passé jusque-là. D'abord, intuitivement, moi je fais confiance à Nicolas Sarkozy, à sa sincérité, à son honnêteté. Je vois bien aussi, pour ceux qui ont besoin de choses plus rationnelles, ce que je comprends très bien, que toutes les affaires qu'on a essayé de lui coller par le passé se sont soldées par une mise hors de cause. Et puis sur cette affaire en particulier, il y a quand même un sujet qui a provoqué la réaction de tous les avocats, de personnalités qui ne sont pas des personnalités, qui sont politiquement engagées à droite, pour dire, attendez, les méthodes employées sont extrêmement problématiques, sont des écoutes sur un ancien président de la République, sur des discussions qu'il aurait avec son avocat, ce qui est complètement interdit. Ça pose un vrai problème d'instrumentalisation. C'est encadré, c'est pas complètement interdit. Alors, oui, enfin bon, c'est problématique. Les avocats se sont mobilisés, non pas individuellement, mais collectivement sur ce sujet. Concernant l'UMP, qu'est-ce que vous pensez de la demande de François Fillon disant que certains devront s'expliquer sur la situation du parti? Je fais référence évidemment. Franchement, vous voyez, ce matin, moi j'étais dans le 14e arrondissement, au métro Plaisance, je distribuais mon programme, et puis après j'étais à la porte devant, je faisais une tournée de commerçants, personne
m'a interpellée d'un air angoissé dans la rue en me disant « Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que les uns ou les autres s'expliquent sur ce qui se passe dans le parti ?» Je pense que tout le monde s'en moque, je pense qu'on est à 10 jours de l'élection municipale et que l'enjeu c'est stop ou encore. Stop ou encore sur un certain nombre de politiques municipales qui font le quotidien à Paris, question de sécurité, question de fiscalité, les problèmes de logement, les problèmes d'attractivité de Paris, la propreté. Et puis stop ou encore parce que on peut voter utile et on peut voter efficace et se faire plaisir à la fois à Paris, envoyer un signal au gouvernement en même temps qu'on choisit de changer de politique au niveau local. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet, on va finir cette émission par les questions d'actu de la semaine. Ce week-end, le samedi 8 mars, c'était la journée de la femme. Est-ce que vous trouvez que c'est plus dur d'être une femme politique qu'un homme politique? On se souvient notamment d'une question sur votre coiffure qui vous avait déplu, sans doute à juste titre. Est-ce que vous trouvez ça plus dur d'être une femme politique? Vous savez, comment vous dire, moi j'aime pas trop quand on ramène ça à la question femme politique ou pas femme politique, parce que je pense que la question de la place des femmes dans la société française, c'est une question qui reste vivante dans tous les milieux. Et il faudrait pas que nous autres, les femmes politiques, on se retrouve à faire un peu les caliméros, à dire ah oui c'est dur d'être une femme politique. C'est vrai qu'il y a du sexisme en politique, mais en fait il y a quand même encore du sexisme dans toute la société. En ce moment, en période de crise, les femmes qui trinquent le plus, c'est celles qui sont dans des jobs d'intérim, des horaires fragmentés, des horaires morcelés. C'est elles pour lesquelles c'est plus dur. Je veux dire, voilà, c'est la place des femmes dans la société française, elle n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Le jour où on ne se posera plus la question sera un jour de victoire. Malheureusement, la question, elle se pose encore. On a encore besoin d'une journée des femmes et probablement pour longtemps. Et ce n'est pas forcément dans le milieu politique que c'est plus dur. C'est, je crois, dans les milieux qui sont plus touchés par la crise économique en ce moment. Pourquoi ? Parce que quand il y a la crise, ceux qui sont en situation de fragilité et les femmes qui sont souvent sur de l'intérim, sur des temps partiels, ceux qui sont en situation de fragilité sont ceux qui sont les plus durement impactés. Mais sans jouer les caliméros, comme vous dites, votre parti n'a pas toujours été en pointe sur cette question-là. Oh non, bien sûr, ça fait aucun doute. Est-ce qu'il s'améliore ? Est-ce que vous avez l'impression que ça s'améliore, la situation ? Ouais, doucement. Vous savez, c'est un combat. Hein. Moi, je suis d'une génération dans laquelle on avait tendance un peu trop à considérer que les combats féministes étaient derrière nous, qu'ils avaient été gagnés par nos parents et que les problèmes étaient résolus. Et puis ma génération, en arrivant sur le monde du travail, elle s'est rendue compte qu'il y avait toujours pas mal de discrimination, une discrimination un petit peu sournoise dans la durée, dans les parcours professionnels, dans les rémunérations. Ça s'inscrivait progressivement au cours d'une carrière et qu'en fait, il y avait lieu de se remobiliser, peut-être de se remobiliser autrement, mais de se remobiliser sur ce combat. Ouais, moi, je suis dans ce mouvement-là, qui est un mouvement de remobilisation, et je propose dans mon programme pour Paris un certain nombre de mesures concrètes sur l'égalité homme-femme, sur la question du paiement des pensions alimentaires, sur les violences faites aux femmes, pour que les choses changent à Paris, pour que Paris soit pilote sur le sujet. Dernière question d'actu. Ce week-end, on l'évoquait tout à l'heure, Alain Juppé à Pau pour soutenir Bayrou, mais je vais donner la parole à Rachid et à Jean-Pierre, deux internautes, qui disent à ce propos, l'UMP est une machine à perdre. N'est-il pas temps que les cadres reprennent la main pour en finir avec la droite forte et revenir vers une droite social-démocrate? Qu'est-ce que vous répondez à Rachid et à Jean-Pierre, qui sont visiblement UMP? Je réponds que à Paris, on incarne en fait, moi je pense, ce mouvement qu'ils appellent de leur vœu. Une droite qui est ouverte, qui est moderne, qui est alliée avec le centre. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette alliance avec le centre? Juste un mot là-dessus. On avait des convergences de fond. Par exemple sur la question du logement, le logement en faveur des classes intermédiaires, ou sur la question de la pollution, avoir une politique pragmatique et efficace, plutôt que la politique paillette et idéologique sans résultat des sortants. Et on s'est dit avec Marielle de Sarnez, avec Christian Saint-Etienne, on va se retrouver à distribuer nos tracts sur des marchés, en proposant par exemple le logement pour les classes moyennes, c'est-à-dire la même chose, et à le faire séparément. Non, on le fait ensemble. Quelque part, l'UMP de Jean-François Copé, une machine à perdre? C'est la question qui vous est posée. Moi je pense surtout que c'est dans une campagne municipale hors sujet. Les gens s'en moquent. La question, c'est localement, qu'est-ce qu'on leur propose? Nous, localement, à Paris, on leur propose une union UMP, UDI, MoDem qui dépasse les frontières. L'exemple au national si, en la matière. D'une certaine manière. Le local, il y a quelque chose peut paraître
pas expérimental, mais moi je voudrais qu'on fasse la démonstration. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que on est tellement attaqué par ceux qui sont un petit peu plus radicaux ou qui... Tenez encore, j'ai vu tout à l'heure que l'extrême droite attaquait en disant qu'il ne faut absolument pas qu'ils gagnent à Paris. Pourquoi? Mais parce que si on fait... Oui, Minute a fait... Bon, c'est la troisième fois qu'ils appellent à me tuer, c'est pas... si on fait la démonstration que c'est possible, si on fait la démonstration qu'on peut incarner une alternative, incarner une nouvelle espérance dans une union entre la droite et le centre, une union qui fasse toute sa place à des sujets de modernité, une union qui soit porteuse d'espérance. Tous ceux qui veulent dire que ce n'est pas possible et que la droite doit se radicaliser, tous ceux-là sont perdants. Tout cela risque de souffrir en quelque sorte de la démonstration qu'on ferait là. Et donc ils n'en veulent pas. Regarde, moi j'ai déjà vécu ça dans une élection législative dans laquelle j'ai été confrontée au Front National qui appelait à voter pour le candidat socialiste. Pourquoi le Front National appelait à voter pour le candidat socialiste? Il ne voulait pas qu'on fasse la démonstration qu'on pouvait gagner sans le Front National, dans une certaine mesure contre le Front National. Il le faisait à cause de mon livre, Le Front Antinational. Il ne voulait pas qu'on fasse la démonstration qu'il pouvait y avoir une droite qui, associée au centre, propose une alternative crédible, claire sur ses valeurs et en même temps sans compromission avec l'extrême droite. Moi, c'est la ligne que je propose, sans concession avec les sortants, le gouvernement actuel, sans compromission avec l'extrême droite. Ça fait des années que je propose cette ligne-là. Évidemment, ceux qui n'aiment pas cette ligne, qu'ils soient à l'extrême droite ou à gauche, ne voudraient pas qu'elle réussisse, mais on a déjà fait la démonstration qu'on pouvait y arriver. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir été avec nous. Merci Michel Urvoy et merci Pierre Cochet. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés. La semaine prochaine, nous recevons Hervé Morin sur ce même plateau. Alors à très vite.